What's going on, man? Oh, yeah. What's your name, man? Sydney. What's your relationship with her? There is no relationship. There was a relationship. At any point, did you go down around the Peachtree Landing area? No. We need to find her. Okay, that's fine. Hey, I want you to find her. That's any idea great. where she could be? No idea. All right. I appreciate it. Not a problem. Something's not adding up. C'est une affaire qui a défrayé la chronique dans le sud des États-Unis. This little girl that's been taken from her family before the Christmas holiday. My heart. Heather Elvis, 20 ans, a disparu sans laisser de traces. C'est un endroit sombre et désolé. Les familles ont vraiment besoin de réponses. Et rien ne vient. Dans ce programme, nous allons explorer le côté obscur d'un triangle amoureux. Sa femme l'avait menotté au lit. Le couple harcelait cette jeune fille de 20 ans et elle était terrifiée. Nous avons recueilli les témoignages de la famille et d'amis de la victime. Personnellement, il me faut des faits, des preuves. Je voulais savoir la vérité. Il y a tellement de choses qui sont restées en suspens dans sa vie. De choses qu'elle n'a jamais pu faire. Cette affaire nébuleuse a donné lieu à 2 procès à sensation. Ce n'est pas scientifique, c'est de la pseudo-science, c'est n'importe quoi. You said, well, Sydney cheated on me in the months of September and October with a psycho. Right? It's all a game. Everything's a game, and it's not a game. People to know the truth. She deserves to be found. Myrtle Beach, c'est dans le nord-est de la Caroline du Sud, sur la côte atlantique. La région est assez touristique. Il y a beaucoup de passages. L'été, la ville accueille jusqu'à 18 millions de touristes. À quelques kilomètres du centre-ville, il y a un petit embarcadère rural qui s'appelle Peachtree. Dans la journée, c'est un peu fréquenté par des plaisanciers et des kayakistes. Mais la nuit, c'est très différent. C'est très sombre. Si on va là-bas, c'est pour rester discret. Le 19 décembre, vers 21h, un policier, Kenneth Canterbury, est envoyé sur place, suite au signalement d'un véhicule suspect. Il n'y a pas de lumière à l'embarcadère et c'est désert. Donc les jeunes se retrouvent là-bas pour traîner ou flirter, ce genre de choses. C'est un endroit sombre et désolé. En arrivant sur place, le policier trouve une Dodge Intrepid de couleur verte, qui n'est pas garée normalement. Elle est à cheval sur plusieurs emplacements. Et clairement, elle est là depuis plusieurs jours. Le policier examine la voiture de plus près. Il n'y a pas de vitre cassée, rien qui indique une altercation, pas de sang. Peut-être que le propriétaire a laissé sa voiture et puis il est reparti avec quelqu'un d'autre dans un autre véhicule. Myrtle Beach, c'est la plus grande ville de la région. C'est touristique et il y a une forte population de passage. Donc ce n'est pas spécialement inhabituel pour la police de trouver une voiture abandonnée. On ne pense pas automatiquement à quelque chose de louche. La voiture est sale, il y a des trucs qui traînent. Rien qui sorte de l'ordinaire. Mais c'est quand même bizarre de trouver cette voiture sur un parking sans éclairage. Donc le policier vérifie la plaque. Là, il s'avère que la voiture est immatriculée au nom d'un certain Terry Elvis. Et le policier le connaît. Il est propriétaire d'une imprimerie en ville. Donc le policier décide d'aller chez Terry Elvis. Je m'appelle Terry Elvis. Kenneth Canterbury vient chez moi. Et il me demande si on nous a volé une voiture. Je regarde devant la maison, je réponds non. Et il dit, une Dodge verte.
C'est la voiture de Heather. Heather est ma fille aînée. Elle ne vivait plus à la maison, mais elle avait toujours sa chambre. Il me dit qu'il a trouvé la voiture à l'embarcadère de Peachtree. Je demande si elle a été cambriolée ou vandalisée. Il me dit non, elle est fermée à clé. Mais elle est garée bizarrement. Là, je comprends qu'il y a quelque chose de pas normal. Terry Elvis et le policier se rendent à l'embarcadère ensemble afin d'inspecter la voiture. Il a ouvert du côté conducteur d'abord. Il y avait des tickets de caisse qui traînaient. Ensuite, il a été voir du côté passager. Il y avait d'autres tickets de caisse. Il m'a demandé si c'était inhabituel et j'ai dit « Non, il y a toujours des trucs qui traînent dans sa voiture. » Il a dit « Le coffre ». On imaginait le pire tous les deux. J'ai tourné la clé et j'ai ouvert le coffre. On a éclairé avec une torche. C'était plein à ras-bord. Il y avait tout un tas de trucs. Il y avait de vieux papiers d'identité, une carte de crédit, quelques autres objets. Mais rien qu'on puisse vraiment considérer comme un indice. Il n'y avait pas de portefeuille, de clés, de téléphone portable, de sac à main. Heather semble avoir disparu. Et son père s'inquiète de plus en plus. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La dernière fois que je l'avais vue, elle était venue à la maison pour chercher une guitare. On avait discuté un peu, on venait juste d'installer l'arbre de Noël. Elle était joyeuse quand elle est partie. J'ai commencé à appeler son portable, encore et encore. Mais à chaque fois, c'était la messagerie. C'était incompréhensible et j'étais inquiet. C'était très inhabituel. On tombait directement sur sa messagerie, comme si son téléphone était éteint. Or, ça n'arrivait jamais. Elle paniquait si la batterie arrivait à 30%. Son téléphone, c'était une extension de son corps. Elle a un travail stable, des amis et une famille qui l'aime. Elle n'a absolument aucune raison de quitter la ville tout à coup. C'est très bizarre. Le policier ne sait pas quoi en penser, et le père non plus. Mais il n'y a aucun indice qu'un crime a été commis. Donc le policier laisse M. Elvis ramener la voiture chez lui. Terry Elvis ne tarde pas à faire un signalement à la police afin de demander une enquête sur la disparition de sa fille. Je m'appelle Debbie Elvis. Je suis la mère de Heather. Elle devait naître en juillet, mais comme elle était impatiente, elle est arrivée un peu en avance. L'accouchement a été assez rapide. J'ai mis une blouse, je suis rentré et ils m'ont demandé si je voulais un garçon ou une fille. Avant même que je puisse répondre, on m'a dit « Trop tard, c'est une fille ». Et j'ai trouvé ça fantastique. Notre fils Chris est l'aîné. Heather a 10 ans de moins que lui et Morgan a 4 ans de moins que Heather. Je crois qu'ils sont assez proches tous les trois. Ils s'aiment fort. Je m'appelle Morgan. Je suis la sœur d'Heather. On était très proches. Quand on était petite, on dessinait sur le papier peint ou sur les meubles. Elle aimait la couleur. Elle aimait peindre. Elle aimait chanter, mais pas devant les autres. Ma salle de bain était juste en dessous de la sienne. Quand je me levais assez tôt le matin, je pouvais rester assise à l'écouter chanter. J'adorais ça. Mais elle ne serait jamais montée sur scène. Ça aurait été un cauchemar pour elle. Elle était toujours au centre des regards. Pour la résumer en une couleur, je dirais jaune. Et s'il fallait choisir une fleur, je dirais un champ. À la fin de l'adolescence, Heather développe aussi un côté plus sérieux. Nos enfants allaient tous à l'église et elle est partie en mission à Porto Rico. Elle nous a raconté qu'elle avait réparé la toiture d'une dame âgée. Il y avait des trous dans le toit et ils ont travaillé toute la journée pour les reboucher. Elle avait trouvé ça génial. Elle a commencé les petits boulots quand elle était au lycée. Et elle adorait ça. Après le lycée, elle a été embauchée au Tilted Kilt.
Je m'appelle Brianna Kulzer. Heather était ma colocataire et ma meilleure amie. On s'était rencontrés au travail. Heather était hôtesse, les clients et les employés l'adoraient. Au début, on ne s'entendait pas très bien parce qu'elle était un peu comme une pile électrique. Ensuite, j'ai appris à mieux la connaître. Heather était très indépendante. Ça ne lui plaisait pas de devoir respecter les règles de la maison, de rentrer avant une certaine heure. Donc à ses 18 ans, elle est partie. Finalement, elle a emménagé avec moi. Elle était assez bordélique. Je faisais le ménage et 5 minutes après, l'appartement était sans dessus-dessous. En dehors de son travail au restaurant, Heather a des aspirations artistiques. Elle a quitté le lycée avec un diplôme en cosmétique. Et elle était très douée. Elle savait choisir la bonne couleur pour les cheveux ou le maquillage de quelqu'un. Elle avait un don pour ça. Le jour de sa disparition, elle venait de passer un entretien. Elle avait été embauchée comme esthéticienne dans un salon de beauté. Et elle était super contente. C'était une passion chez elle. Quelques heures après la découverte de la voiture de Heather, ses parents communiquent à la police une information importante. Ce mardi-là, le 17, elle est venue à la maison prendre son courrier. Et elle a dit comme ça, en passant, qu'elle devait partir pour se préparer. Qu'elle avait rendez-vous avec un garçon. J'ai demandé qui c'était et elle a dit un nouveau. Elle n'a rien dit de plus. Ce soir-là, entre 21h et 22h, j'ai reçu un texto. Et c'était une photo. On la voyait en train de conduire un pick-up. Elle avait un grand sourire. Et en dessous, il y avait marqué « Tu es fier de moi? Je conduis avec une boîte manuelle. » Je me suis dit qu'on en parlerait le lendemain. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. C'est le dernier contact que Heather aura avec sa famille. Les policiers vont donc tout faire pour identifier l'homme qui a pris la photo. Ce rendez-vous a eu lieu 24 heures avant que la police retrouve la voiture de Heather, abandonnée à l'embarcadère. Qui est cet homme? Où est Heather Elvis? En Caroline du Sud, Heather Elvis, 20 ans, a mystérieusement disparu. La police mène l'enquête et interroge un homme qui est peut-être la dernière personne à avoir vu la jeune fille vivante. Une amie de Heather a dit aux policiers que le 17 au soir, elle avait rendez-vous avec Steven Chiraldi. Il a 22 ans. Il est cuistot dans un restaurant qui s'appelle le Wicked Tuna. Il a été au lycée avec Heather Elvis, donc il la connaît un peu. D'après son témoignage aux policiers, Steven contacte Heather via les réseaux sociaux. Il ne la connaissait pas vraiment au lycée, mais il la trouvait jolie, donc il l'a invitée à dîner. Ce soir-là, il passe la chercher et ils vont dans un restaurant mexicain du centre de Myrtle Beach qui s'appelle Bandidos. Après le dîner, Steven l'emmène sur le parking d'un supermarché pour lui apprendre à conduire avec une boîte de vitesse manuelle. Heather était tellement contente d'apprendre à conduire avec une boîte manuelle qu'elle s'est fait prendre en photo. Et elle a envoyé la photo à son père. Steven dit aux policiers qu'après ce cours de conduite, il a ramené Heather chez lui, ou plutôt chez sa mère, puisqu'il habite chez sa mère. Ils ont regardé un film dans sa chambre. Ensuite, il l'a raccompagnée et elle l'a invitée à rentrer pour visiter l'appartement. Donc, il a fait un petit tour. Ils se sont embrassés pendant un moment. Et puis, il est rentré chez lui. Les policiers sont très intrigués par ce rendez-vous avec Steven Chiraldi, puisqu'il reconnaît avoir vu Heather juste avant sa disparition. Les enquêteurs interrogent la mère de Steven Chiraldi pour voir si elle confirme son témoignage. Elle dit que le couple a effectivement regardé un film chez elle ce soir-là. Après avoir accompagné Heather, son fils est rentré à la maison et il n'est pas ressorti. Donc Steven Chiraldi n'a pas pu faire de mal à Heather. Son alibi paraît solide. Steven Chiraldi étant mis hors de cause, les enquêteurs s'intéressent de plus près à la vie personnelle de Heather et ils fouillent son appartement. Sa colocataire est rentrée dans le New Jersey pour Noël. Il n'y a donc personne.
Les enquêteurs trouvent l'appartement en désordre. Mais ce n'est pas très étonnant pour une jeune fille de 20 ans. Il y a des vêtements qui traînent, des valises à moitié faites, et ils trouvent des Kleenex un peu partout. C'est le bazar avec des choses qui traînent partout. Mais il n'y a pas de signe de lutte, aucun indice qu'un crime a été commis, rien qui sorte de l'ordinaire. Afin d'obtenir plus d'informations, les enquêteurs demandent les données téléphoniques de Heather à l'opérateur. Puis, à la lumière du jour, ils ratissent la zone où elle pourrait avoir disparu. Le lendemain de la découverte du véhicule, les policiers recherchent toutes les pistes possibles. Ils passent la voiture au peigne fin pour chercher de l'ADN, des fibres de vêtements, le moindre indice. Mais sur le moment, ils ne trouvent rien d'anormal. Ensuite, les policiers vont à l'embarcadère. Ils cherchent des indices, une battue est organisée. Ils ne reculent devant rien pour essayer de la retrouver. Afin de mieux comprendre la vie sociale de Heather, les policiers s'intéressent aussi à son travail. Le Tilted Kilt, c'est un bar-restaurant avec un concept un peu copié sur la chaîne Hooters. C'est-à-dire que de jolies filles légèrement vêtues servent des plats très moyens. Je m'appelle Jessica Cook, j'étais la gérante du restaurant où travaillait Heather. C'est un restaurant avec des filles sexy qui font le service. Elles ont comme uniforme un kilt et un top court. Je gérais la salle et je faisais le maximum pour protéger les employés. Je les voyais comme mes filles. J'avais la responsabilité de tout ce que peuvent voir les clients. Le bar, la salle-restaurant, la réception. Je devais faire en sorte que tout se passe parfaitement. Je gérais les serveuses, les hôtesses, les barmaids, tout le personnel en contact avec les clients. Heather avait une personnalité très pétillante. C'était parfait pour une hôtesse. C'était une fille super. Elle était toujours en train de s'activer, d'accueillir les clients. Tout le monde l'appréciait. Les enquêteurs demandent à Jessica Cook si quelqu'un pourrait leur en dire plus à propos de Heather. Elle a dit, écoutez, si vous voulez la retrouver, je vous conseille de parler à Sidney Moorer. S'il y a une personne qui peut savoir où elle est, c'est lui. Sidney Moorer avait été embauché comme agent de maintenance vers avril 2013. Il venait après la fermeture du restaurant pour réparer ce qui était cassé. C'était quelqu'un de très sympa, il blaguait avec tout le monde. Et puis il y a un jour où tout le personnel a été invité au stade pour voir un match de baseball. Après le match, on est tous revenus au restaurant. Sidney travaillait, Heather est sortie dans la cour et ils ont commencé à parler. Ils ont discuté un peu et à son retour dans le bureau, elle m'a dit qu'il était mignon et qu'elle avait un faible pour lui. Très vite, l'attraction se révèle réciproque. Sidney travaillait la nuit et il a commencé à venir dans la journée pendant ses jours de congé. Il lui apportait un café, des bagels, des donuts, un thé. Il discutait quelques minutes et puis il repartait. Selon Jessica Cook, la relation ne tarde pas à évoluer. Un jour, tandis que le téléphone de Heather charge dans son bureau, elle fait une découverte troublante. Il y avait des notifications sans arrêt. Donc, à la 15e fois, j'ai fini par regarder, parce que je me suis dit que c'était peut-être une urgence familiale. Mais c'était Sidney Moorer qui lui envoyait des textos. Ça m'a un peu surprise, alors j'ai lu les messages et j'ai appris des choses que j'aurais préféré ne pas savoir. Il y avait un message qui m'a alerté. Il mentionnait des relations sexuelles dans la cour du restaurant. Donc, ils avaient clairement des rapports. Quand j'ai découvert ça, ça m'a surprise, parce qu'elle était beaucoup plus âgée qu'elle. À ce moment-là, Heather avait 19 ans et Sidney la quarantaine. Malgré cette différence d'âge, Heather et Sidney semblent réellement attirés l'un par l'autre. Ça se voyait sur leur visage. Ils étaient toujours en train de se sourire, de parler. Donc c'était clair qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Vers l'automne, leur relation s'est approfondie et selon moi, on peut dire qu'ils étaient amoureux. Mais quelques mois après sa rencontre avec Sidney, Heather commence à recevoir des textos menaçants. Au début du mois de novembre, Heather m'a dit qu'elle recevait des messages très méchants, qui disaient des choses horribles.
Elle ne sait pas vraiment de qui ça vient, mais ça fait peur. Il y a un message qui dit « J'en connais une qui va recevoir une correction ». L'un des textos finit cependant par éclaircir le mystère. Le message dit « Salut, tu es prête à rencontrer la légitime ?» Donc ça vient clairement de la femme de Sidney, Tammy. Heather a une liaison avec un homme marié. Les enquêteurs ayant découvert la liaison de Heather avec un collègue marié, ils se posent la question, y a-t-il un lien avec sa disparition? Heather savait que Sidney était marié, ça n'avait pas l'air de la gêner et lui non plus. Quand ça s'est su, la rumeur a couru très vite dans le restaurant. Mais quand Heather a appris que Tammy était au courant, elle a pris peur. Elle craignait que Tammy ne vienne au restaurant. Elle avait peur en permanence. Un jour, Heather m'a montré un texto avec une photo. Et c'était Sidney pratiquant le sexe oral. On ne voyait pas le visage de la femme, juste ce qui se passait en bas. J'imagine que c'était Tammy. Le couple harcelait cette jeune fille de 20 ans qui n'avait pas l'habitude d'évoluer dans ce que j'appellerais le monde des adultes. Il avait 37 ans, elle 40, et ils avaient 3 enfants. Donc Heather n'était pas de taille et elle était terrifiée. En voyant que Tammy ne va pas s'arrêter là, Heather décide de mettre fin à la relation avec Sidney. Elle est angoissée. Là, cette affaire mystérieuse commence à s'éclaircir. Effectivement, il y a une personne disparue. Mais il apparaît assez clairement que c'est peut-être lié à un triangle amoureux. Quand on nous informe de tout ça, je comprends que Sidney sait quelque chose. Et très probablement Tammy aussi. Les enquêteurs obtiennent le numéro de Sidney Moorer par Jessica Cook et ils l'appellent au téléphone. L'enquêteur a juste demandé si par hasard il avait parlé à Heather récemment. Sidney Moorer a répondu « Non, je ne lui ai pas parlé depuis longtemps ». La conversation continue et puis il dit « Je l'ai peut-être appelé il y a quelques jours pour lui dire d'arrêter de me contacter ». Là, l'enquêteur dit « Comment ça? Vous venez de me dire que vous ne lui aviez pas parlé depuis longtemps. Et maintenant vous dites que vous l'avez appelé peu avant sa disparition ?» Donc l'enquêteur a envoyé un autre policier pour parler à Sidney Moorer et en savoir un peu plus. Les enquêteurs se renseignent également sur les antécédents de Sidney Moorer. Sidney Moorer est né le 14 janvier 1976 à Summerville en Caroline du Sud. Et il a eu une vie assez heureuse. Des parents aimants, pour ainsi dire, la famille américaine parfaite. En 1997, Sidney est parti s'installer à Myrtle Beach pour chercher du travail. Sidney est agent de maintenance. Il va d'un restaurant à l'autre sur le front de mer. Et dans un de ces établissements, il rencontre Tammy. Ils ont une passion commune pour la musique et c'est ce qui va les rapprocher. La famille de Tammy est installée dans la région de Myrtle Beach depuis des générations. Au lycée, elle faisait partie du club artistique. Et elle participait aussi au journal de l'école, la chronique musique. Sidney a rencontré Tammy. Ils se sont mariés peu de temps après. Et après le mariage, Sidney a plus ou moins coupé les ponts avec sa famille à Summerville. Un membre de la famille nous a dit que c'était Tammy qui portait la culotte dans le couple. Selon lui, elle était plutôt autoritaire. Les Moorer ont eu 3 enfants ensemble et ils vivent sur une grande propriété près de Socastee. C'est dans une voie sans issue, très isolée. Tammy et Sidney donnent l'impression de former une famille heureuse et sans histoire. Les policiers se rendent chez les Moorer afin d'interroger Sidney sur sa relation avec Heather. Sidney sort de la maison. Il vient parler aux policiers et la caméra de la voiture de patrouille enregistre la conversation. On ne les voit pas, mais on les entend. What's going on, man? What's your name, man? Sydney. What's your relationship with her? There is no relationship. There was a relationship. I broke it off.
Sidney dit au policier, « Oui, on a eu une relation, mais j'ai rompu au mois de novembre. Je suis de nouveau avec ma femme. » Il prétend que Heather laissait des mots sur son pick-up pour essayer de le contacter. Lui a effectivement appelé Heather ce soir-là, mais uniquement pour lui dire de le laisser tranquille. Leur relation s'était terminée environ 1 mois et demi auparavant. Donc les policiers ont trouvé étrange qu'il l'appelle tout d'un coup dans la nuit du 17 au 18. Les policiers interrogent alors Sidney sur son emploi du temps ce jour-là. At any point, did you go down around the Peachtree Landing area? No. We need to find her. Okay, that's fine. Hey, I want you to find her. That's any idea where she could be? No idea. Sidney dit qu'il n'a aucune idée de ce qui a pu arriver à Heather. D'ailleurs, il dit qu'il dormait à cette heure-là et que sa femme l'avait menotté au lit. C'était une punition pour sa liaison avec Heather et sa femme était la seule à avoir la clé. Les policiers trouvent cet alibi un peu étrange. Afin de recueillir plus d'informations sur la relation entre Sidney et Heather, les enquêteurs contactent la meilleure amie de la jeune fille, Brianna Kulzer. Les policiers retrouvent Brianna et l'interrogent sur la nuit où Heather a disparu. Ce soir-là, j'étais dans le New Jersey. Et à 1h44 du matin, Heather m'appelle en pleurs, hystérique, en pleine hyperventilation. Je lui demande ce qui se passe et elle dit « Sidney vient de m'appeler. Il dit qu'il a quitté sa femme et qu'il veut me voir. Il veut qu'on soit ensemble. » Il a l'air très insistant. Et Heather ne sait pas quoi faire. Elle hésite à aller le voir pour lui parler. Elle se demande s'il est réellement sincère. Et je crois qu'elle est toujours terrifiée par Tammy. Je lui dis, n'y va pas. Pourquoi tu ferais ça? Ne l'écoute pas. Je sais qu'il lui a déjà brisé le cœur une fois. Alors pourquoi recommencer? Donc je lui dis, va te coucher, la nuit porte conseil, on en reparle demain. Et au moment de raccrocher, je ne pense pas qu'elle va y aller et je vais me coucher. Pour les policiers, ce témoignage jette le doute sur les déclarations de Sidney Moorer. Il a dit qu'il avait appelé Heather pour lui dire de le laisser tranquille. Donc ça ne colle pas avec le témoignage de Brianna Kulzer. Après avoir recueilli ces témoignages contradictoires, les enquêteurs obtiennent les relevés téléphoniques de Heather Elvis. Et ils peuvent voir quels appels elle a reçus avant sa disparition dans la nuit du 17 au 18. Les enquêteurs découvrent que l'appel reçu par Heather, juste avant sa conversation avec Brianna Kulzer, provenait d'une cabine. Et ils constatent que cette cabine se trouve juste à côté d'une station-service. Or, tout se passe au milieu de la nuit, il ne faut pas l'oublier. Donc on a l'impression que la personne qui a passé cet appel a tout fait pour brouiller les pistes. Les enquêteurs vont à la station-service et les images de vidéosurveillance ont été conservées. Donc ils regardent les vidéos et ils voient l'individu qui a passé cet appel. La vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais on peut distinguer les vêtements portés par cet homme. On voit un individu de sexe masculin qui s'approche et vient téléphoner à l'heure exacte où Heather a reçu cet appel d'une cabine. Et les enquêteurs ont la conviction assez ferme qu'il s'agit bien de Sidney Moorer. Sidney Moorer a dit qu'il était menotté au lit pendant la nuit et que donc il ne pouvait pas sortir. Il a menti aux policiers. Cette fois, les enquêteurs peuvent prouver que Sidney Moorer a menti et ils le convoquent pour un interrogatoire. Where do you work at? All over the place. What do you do at those places? Restaurant maintenance. Les enquêteurs veulent lui faire avouer où il était ce soir-là. Ils ont des soupçons et ils pensent que Sidney leur cache des choses. Do you work with anybody? My wife. Just your wife? Yeah. Was she with you that night? Yes. Did you stay in the city or did you go straight home? I don't want to get graphic with you either. We're trying to repair our marriage. Okay. When we were at Broadway, we had sex in the parking lot. Okay. That's the graphic part I was talking about. Okay. And then when we went to Conway, we had sex in a different parking lot. And what type of car were you driving? Black F-150. Leur mariage bat de l'aile et c'est comme ça qu'ils pensent le sauver?
Ça paraît complètement dingo. Les enquêteurs demandent alors à Sidney plus de détails sur sa dernière conversation téléphonique avec Heather. What was that conversation like? She said, "Can you come meet me?" I said, "No." I said, "I'm told you." I said, "I'm trying to fix my marriage. I'm trying to fix what I goofed up." I said, "We can't see each other. We can't date. We can't do anything." Depuis que Brianna a témoigné, les enquêteurs savent que Sidney Moorer ne dit pas toute la vérité. I said, "I'm married. I'm happily married, and I want to stay that way." And she said, "Fine," and she hung up. And that's when I turned the volume down, and she called 4 other times. You just didn't answer. And I didn't know because I knew it was ringing. Did she say where she was? Nothing. She just said she wanted to meet. Had you used any other phones that night, your wife's phone? No. Il lui tend un piège. C'est énorme. Did you make any payphone calls? No. I still have payphones. Est-ce que Sidney Moorer prend les policiers pour des idiots? Il va se retrouver coincé. Là, les enquêteurs lui portent le coup de grâce. There was a phone call made to Heather that night from a payphone at the gas station on 10th Avenue. Okay. When we have video from that. Okay. Did you try calling her? Just a minute? No. A second? You sure? Maybe. Okay, how about we start again? I did. I called her for the phone. Let's start from the start again. I know. In the whole story, everything's legit. Sidney Moorer tombe droit dans le piège. Et maintenant, les policiers savent qu'ils le tiennent. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire avouer? Have you ever been to Peachtree Lane? Yeah, 100 times. 100 times? Yeah. When's the last time you were there? A year ago, maybe? I don't know. I mean, it's been a while. On peut penser que ce sont de petits détails. Et effectivement, c'est le cas. Mais quand on les met bout à bout, on passe de 0 soupçon à quelques soupçons, puis beaucoup de soupçons. Et finalement, on tient un vrai suspect. Donc l'étau se resserre. Et les enquêteurs commencent à penser que c'est probablement un meurtre. Mais cela reste extrêmement difficile à prouver, puisque ce n'est pas un crime de passer un coup de téléphone. Et après sa déposition, Sidney Moorer a pu tranquillement quitter le poste de police. À la suite de cet interrogatoire, les policiers font monter la pression sur le couple. Quelques jours après la disparition de Heather Elvis, plusieurs policiers se rendent chez les Moorer. À ce moment-là, ils n'ont pas de mandat de perquisition. Mais Tammy Moorer est là. Elle les autorise à jeter un œil sur la propriété et à l'intérieur de la maison. Mais ils ne peuvent pas vraiment fouiller ni saisir de pièces à conviction. Donc ils prennent des photos, sachant qu'ils vont devoir revenir. Pendant tout ce temps, elle ne lâche pas les policiers d'une semelle et elle leur dit où ils peuvent regarder. Ils lui demandent d'ouvrir le pick-up Ford, mais elle dit qu'elle n'a pas les clés, ce qui est bizarre. Autre élément important, il remarque un système de vidéosurveillance qui semble en état de fonctionnement à l'intérieur et à l'extérieur. Le policier repère les caméras, mais il ne dit rien à Tammy. Et il ne les prend pas en photo, parce qu'il veut revenir. Ces caméras ont forcément enregistré tout ce qui s'est passé dans la nuit du 17 au 18 quand Heather a disparu. Quelques jours plus tard, le 23 décembre, les policiers reviennent avec un mandat de perquisition pour saisir les caméras. Les enquêteurs reviennent et fouillent la maison. Et le fait le plus marquant, c'est que le système de vidéosurveillance qu'ils avaient remarqué n'est plus là. Il a été remplacé par un système entièrement neuf qui n'a rien enregistré avant le 21 décembre. Pour les policiers, c'est une grosse déception. Quelque chose cloche. S'ils avaient un système capable de prouver que leur véhicule et eux-mêmes étaient présents dans la nuit du 17 au 18, ils avaient un alibi en béton. Remplacer ce système et détruire ainsi leur alibi signifie qu'ils ne voulaient pas qu'on voit les images filmées par ces caméras dans la nuit du 17 au 18. Voilà la raison. Tammy Moorer ne tarde pas à passer à l'offensive. Sur les réseaux sociaux, Tammy Moorer commence à écrire des horreurs sur Heather.
Qu'est-ce que c'est que ce couple? Never before here in Horry County has there been a missing persons case that has gained as much exposure as the one involving the disappearance of 20-year-old Heather Elvis. Dans la région de Myrtle Beach, la disparition de Heather Elvis fait les gros titres. Les médias locaux se sont emparés de l'affaire rapidement. I would know if she walked by, I think. At this point, I've seen her face so much. À mon retour, il y avait des équipes de télévision installées devant chez moi. J'imagine que c'était trop pour le propriétaire et j'ai été expulsée. On sentait que les gens cherchaient désespérément des réponses. This little girl that's been taken from her family before the Christmas holiday. It just breaks my heart. It just breaks my heart. More than anything, it's Christmas. It's time for family. We're missing family. We just really appreciate everything that everybody's sacrificing for her and for us and helping us to deal with this. C'était extrêmement dur de voir sa famille s'effondrer encore et encore. Tandis que l'attention des médias s'intensifie, les réseaux sociaux bruisent de rumeurs sur la liaison entre Sidney et Heather. Tammy Moorer s'exprime alors publiquement. Tammy est une femme trompée. Alors elle va sur Facebook et elle commence à écrire des horreurs sur Heather. Entre autres, elle la traite de folle et de Puis elle écrit « Mon mari a une sur le siège arrière de la voiture », sans oublier d'ajouter que de toute façon elle s'en fiche, puisqu'elle a un amant depuis des années. Qui peut faire des choses pareilles? Qu'est-ce que Tammy cherche à accomplir? Tammy a écrit des horreurs sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi dire des choses pareilles sur une personne qui a disparu? Tout le monde a été choqué. Au lieu de montrer de la compassion pour Heather, elle la traite de p*** sur Facebook et tout le monde peut le lire. Malgré ce comportement suspect, la police n'a pas encore de quoi mettre le couple en examen. Les policiers attendent toujours d'avoir plus d'éléments pour arrêter Sidney. Il n'y a pas de corps, pas d'armes, aucune preuve qu'un crime a été commis. Les éléments ne sont pas suffisants. Quand les policiers reçoivent enfin les données téléphoniques détaillées de Heather, la donne change. On a obtenu beaucoup d'informations sur la localisation du téléphone portable. Après l'appel reçu de la cabine et après sa conversation avec Brianna, qui lui avait pourtant dit de rester chez elle, Heather Elvis est bien sortie. Les données téléphoniques montrent qu'à 3h38, Heather Elvis a appelé Sidney Moorer. Et le bornage prouve qu'à ce moment-là, elle était à l'embarcadère de Peachtree. Ensuite, à 3h42, son téléphone s'éteint. Il ne se connecte plus aux antennes relais. Donc, on sait qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, puisqu'elle passe plusieurs appels et que tout à coup, le téléphone s'éteint. Les enquêteurs ignorent où Sidney Moorer se trouvait à cette heure-là. Mais quelques semaines plus tard, des informations sont fournies spontanément par une voisine des Moorer. Cette personne a téléphoné pour dire « Je suis cette affaire sur Facebook. Je sais que le véhicule a été retrouvé à l'embarcadère de Peachtree. Je connais l'adresse des Moorer. J'habite près de chez eux. » Et elle ajoute « Si Sidney a été à l'embarcadère ce soir-là, il a forcément été filmé par ma caméra de vidéosurveillance. » Les images montrent un véhicule sur la route qui vient de chez les Moorer et roule en direction de l'embarcadère. Et ensuite, on voit un véhicule identique qui revient de l'embarcadère. On ne distingue pas la plaque d'immatriculation. Mais les policiers pensent que ce n'est pas une coïncidence si le véhicule ressemble au pick-up Ford noir des Moorer. On estime que ce véhicule arrive à l'embarcadère à peu près à l'heure où le téléphone de Heather s'éteint. Et peu de temps après, le véhicule est à nouveau filmé par cette caméra roulant en direction de la maison de Sidney Moorer. Ça a été un tournant dans l'enquête. Grâce à ces nouveaux éléments, les policiers obtiennent un nouveau mandat de perquisition chez les Moorer. Et le 21 février, ils passent à l'action. Les policiers arrivent en force pour fouiller la propriété.
Il constate que l'intérieur de la maison est en désordre. Il y a des pommes de terre et de la viande pourrie dans la cuisine, des ordures qui traînent. Les chambres des enfants sont pleines de déchets. Le jardin est recouvert de crottes d'animaux. Toute la propriété est dans un état lamentable. C'est ce jour-là que la plupart des pièces à conviction ont été saisies. Les ordinateurs, plusieurs fusils et un pistolet. Les policiers saisissent également le pick-up Ford noir pour l'analyser. Ces pièces à conviction permettent alors de lancer la machine judiciaire. Après le second mandat de perquisition, les enquêteurs ont aussi obtenu un mandat d'arrêt. Donc Sidney et Tammy Moorer sont incarcérés. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y avait un sentiment d'euphorie, mais c'était clairement un soulagement. Le 24 février, Sandra Rhodes, qui dirige la police du comté, tient une conférence de presse et annonce la mise en examen des Moureurs. We were able to come to the conclusion that Tammy and Sidney Moore were responsible for the disappearance of Heather Elvis and ultimately the murder of Heather Elvis. Sidney et Tammy Moorer sont accusés du meurtre de Heather Elvis et aussi de son enlèvement. C'est très bizarre d'entendre les mots « inculpation de meurtre » dans la même phrase que le nom d'une personne qu'on aime. Et pour moi, personnellement, c'était surtout un choc de l'entendre dit à voix haute. Quand ils ont annoncé cette inculpation pour meurtre, ça m'a brisé le cœur. Parce que ça voulait dire que les policiers savaient quelque chose et que Heather était morte. Quand j'ai appris qu'ils étaient accusés de meurtre, j'ai eu du mal à l'accepter. Personnellement, il me faut des faits, des preuves. Je voulais savoir la vérité. On vit souvent dans l'illusion que rien ne peut arriver à notre famille. Parce que c'est notre famille. Et je ne suis pas naïve. J'ai conscience du monde qui nous entoure. Mais ce jour-là, un gouffre s'est ouvert et m'a englouti. Un juge décide que le couple sera jugé séparément et que le procès de Sidney Moorer aura lieu en premier. L'accusation se presse de préparer le réquisitoire. Je m'appelle Jimmy Richardson. Je suis procureur en chef dans le comté de Horry, en Caroline du Sud. C'était une affaire unique en son genre, avec énormément d'éléments de preuve. C'est presque comme si un vase avait été cassé et qu'il fallait le reconstituer. Jimmy Richardson confie l'affaire à une procureure expérimentée. Je m'appelle Nancy Livesey. Je suis procureure dans le comté de Horry. J'ai commencé à travailler sur cette affaire en 2015 et je crois qu'il n'y avait jamais eu aucune affaire de ce genre en Caroline du Sud. J'ai vu Nancy Livesey à l'œuvre au tribunal. Quand il le faut, elle ne recule devant rien pour obtenir une condamnation. Sous la pression d'une inculpation de meurtre et d'enlèvement, Sidney Moorer fait appel à une vedette du barreau, l'un des avocats les plus renommés de la Caroline du Sud. Sidney Moorer engage Kirk Troslow. C'est un avocat qui n'utilise pas beaucoup de charabia juridique à l'audience. Mais il a quelque chose de populaire qui fait que les gens l'écoutent. Dès le début, Sidney Moorer était en mauvaise position. Les gens portaient des jugements à l'emporte-pièce et dans les médias, sur Internet, on lui faisait porter le chapeau. C'était la première fois que Facebook et les réseaux sociaux s'emparaient d'une affaire comme ça. Il y avait énormément d'agitation autour du procès. Les gens choisissaient leur camp. Certains étaient avec la famille Elvis, d'autres avec les Moorer. Et tout le monde réglait ses comptes sur les réseaux sociaux. Tammy et Sidney Moorer vont voir nos profils et ils commencent à envoyer des messages à tous nos amis. Ils utilisent des mots très vulgaires au sujet de Heather. C'était incompréhensible pour moi. Le 9 novembre, pour Terry Elvis, l'affrontement dépasse le stade des mots. Ce soir-là, je mets le sac d'ordures dans la poubelle. Et je la pousse jusqu'au trottoir. Pile au moment où je recule, j'entends pan, 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 et je sens les vibrations dans la poubelle. Ces tirs m'auraient touché si je n'avais pas reculé juste au moment où je tirais la poubelle. C'est fou.
Le père d'une jeune fille disparue est tout à coup la cible d'une tentative d'assassinat. La police mène l'enquête, mais elle ne parvient pas à identifier l'auteur des tirs. Les Moorer affirment également être victimes de harcèlement, et Sidney Moorer s'en ouvre aux médias. It's all a game. Everything's a game, and it's not a game. It never has been a game from the very beginning. The meanness that I've seen from other people, it amazes me. How you can be so mean to someone you know nothing about a subject you know nothing about something that we did not do. Les Moorer sont harcelés au téléphone. Il y a même des gens qui viennent chez eux. Certains essaient de fouiller leur propriété ou alors de regarder par la fenêtre. That's a black F-150. Comes down my road, all nice and slow. Ils n'arrêtaient pas de dire que j'allais chez eux pour les harceler. Je n'y suis jamais allé. Si on appelle la police constamment, au bout d'un moment, on finit par lasser. Les Moorer signalaient tout à la police, même des incidents mineurs. Mais pour eux, ce n'était pas mineur. Pendant tout ce temps, on faisait face, et le procureur essayait de préparer le procès du mieux possible. Puis, le 10 mars 2016, le bureau du procureur fait une annonce stupéfiante. A major development in the Heather Elvis murder case. The murder charge against the two people accused of killing Elvis have been dropped. Horry County Police said Sidney and Tammy Moore kidnapped and murdered Elvis in December 2013. Now her body has not been found. L'accusation n'a rien qui lui permette de mettre le couple en examen pour meurtre. Malgré toutes les pièces à conviction saisies sur leur propriété, le disque dur, le pick-up Ford noir, les armes à feu, il n'y a pas de traces de contact, ni d'ADN. Il n'y a aucune preuve suffisamment solide. Et surtout, il manque un élément crucial, et ça, c'est peut-être le plus gênant. En l'absence de corps, il faut des preuves solides. Et on n'en avait pas. On savait que Heather n'était plus parmi nous, et on savait que les Moorer étaient coupables. Mais savoir quelque chose, ça ne signifie pas qu'on peut le prouver. Si on les accusait de meurtre, que le jury les déclarait non coupables et qu'on retrouvait le corps 6 mois plus tard, on n'aurait alors plus rien pu faire. Donc, on voulait s'assurer de protéger tous les intérêts. Jimmy Richardson, le procureur, m'a dit clairement qu'on n'aurait pas de seconde chance. Donc il valait mieux mettre l'accusation de meurtre de côté pour l'instant et se concentrer sur quelque chose qu'on pouvait prouver pour obtenir une condamnation. En tant que procureur, je pensais qu'on n'avait pas suffisamment d'éléments pour prouver le meurtre, au-delà de tout doute raisonnable. Mais pour l'enlèvement, selon moi, c'était suffisant. Pour l'accusation, c'est un coup dur. D'ailleurs, tout le monde commence à se demander si les procureurs ont suffisamment d'éléments pour obtenir une condamnation, même pour enlèvement. Ils ont donc du pain sur la planche. Il va falloir répondre à la question, qu'est-il arrivé exactement à Heather Elvis? Le 20 juin 2016, le procès de Sidney Moorer s'ouvre enfin. Le tribunal était plein à craquer. Même la salle annexe était pleine. Et les gens qui n'étaient pas sur place regardaient le procès en streaming, sur leur téléphone, leur tablette ou leur ordinateur. Toute la région suivait cette affaire de près. Pour entrer dans le tribunal, on passe par une grande double porte avec un détecteur de métaux. Et Tammy Moorer est sortie, juste au moment où j'arrivais. On s'est retrouvés nez à nez. Et elle s'est figée sur place, le souffle coupé. Elle m'a regardé dans les yeux et tout de suite a détourné le regard. Elle n'arrivait pas à me regarder. Or, à l'époque, je ressemblais encore comme 2 gouttes d'eau à Heather. Je crois vraiment que ça l'a ébranlée. Et ça m'a fait du bien.
Être dans la même salle que les personnes qui nous avaient pris notre fille, c'était... On ne les avait jamais vus d'aussi près. Mais on avait enfin la sensation d'agir. Donc il y avait de l'espoir. 2 ans et demi après la disparition de Heather, l'accusation commence son réquisitoire. L'équipe de l'accusation se composait de Martin Spratlin et moi-même. See, at its heart, this case is about an affair. An extramarital affair that man, the defendant, Sidney Moore, had with 20-year-old Heather Elvis. Il voulait prouver que Sidney Moorer était la seule personne qui avait pu commettre ce crime. C'était un procès par élimination. On voulait simplement prouver qu'une ruse avait été utilisée pour que Heather quitte son appartement où elle était en sécurité et qu'on l'avait attirée ailleurs pour la kidnapper. Under the law of kidnapping, if you set a trap, lure that person into the trap, spring that trap, capture them, take them, seize them, you are just as guilty as kidnapping as if you put a gun in their back and put them in the trunk of a car. Martin Spratlin a cherché à montrer que l'appel de la cabine téléphonique signifiait un enlèvement, puisque quelqu'un a utilisé une ruse pour la faire sortir et quitter son domicile, ce qui est un enlèvement. Kirk Troslow commence sa défense en se moquant de l'accusation. L'accusation n'a même pas essayé de répondre à la question de savoir ce qu'il était arrivé à Heather. Où l'a-t-on emmenée? Comment a-t-elle été enlevée? C'était juste, Sidney Moorer était dans les environs, il aurait pu le faire. There's no crime scene, there's no struggle, there's no physical evidence. In his truck, in her car, there's no DNA. They have pieced together a circumstantial evidence case. Kirk Troslow savait qu'on avait devant nous une tâche difficile. By the end of this trial, you're going to have very serious doubt. You will not be convinced. You will not be convinced. Kirk Troslow, l'avocat de Sidney Moorer, termine sa plaidoirie d'ouverture très en confiance. Ensuite, l'accusation appelle à la barre son premier témoin et sa déposition fait l'effet d'une bombe. Did she ever take any kind of pregnancy test? She took one at Tilda Kilt in the restroom, yes. Afin d'établir un mobile pour l'enlèvement de Heather Elvis, l'accusation appelle à la barre un témoin crucial. Notre premier témoin est Jessica Cook, la gérante du Tilted Kilt. C'est la personne la mieux placée pour décrire la relation entre Sidney Moorer et Heather Elvis, quasiment jusqu'à la disparition de la jeune fille. Now, during this time, do you ever notice any changes in her physical appearance? Yes. And if you don't mind, tell the jury about that. Okay. I was in charge of the uniforms at Tilda Kilt, so their bra, their shrug, and their kilt were all provided by us. She had to change her bra out from a cup to a C cup, and also she needed a bigger kilt. She started to get concerned when she had to go to the C cup and get the kilt. Ce jour-là, je lui ai demandé en plaisantant, mais sérieusement à la fois, si c'était possible qu'elle soit enceinte. Elle a eu l'air déconcertée, je lui ai reposé la question et elle a dit oui. Pendant qu'ils étaient ensemble, Heather ne voyait personne en dehors de Sidney, ce qui signifie que c'était forcément lui le père. Oh, si Heather porte l'enfant de Sidney, que Sidney le sait, et surtout que Tammy le sait, alors on a clairement un mobile. And to your knowledge, did she ever take any kind of pregnancy test? She took one at Tilda Kilt in the restroom, yes. Okay. And if you don't mind, did you see the pregnancy test? I did. Okay. And tell this jury what it said. It said error, and it said that either it was inconclusive or she did not urinate on it enough. D'après ce que j'en sais, elle n'avait pas vraiment envie de faire un deuxième test. Je crois qu'elle préférait ne pas savoir. Si Heather est enceinte de Sidney, alors ce n'est plus simplement une aventure passagère ou une liaison. Donc quand Tammy apprend que Heather est peut-être enceinte, apparemment là les choses deviennent sérieuses. L'accusation appelle ensuite à la barre Gren Fredericks,
un expert en analyse vidéo pour tenter de confirmer un point crucial. Les images de vidéosurveillance les plus importantes pour le procès sont fournies par un magasin qui se trouve sur la route de l'embarcadère. On voit un véhicule passer vers 3h35 du matin. C'était la première fois qu'un expert en analyse vidéo venait témoigner lors d'un procès en Caroline du Sud. Il était très important pour nous de montrer que c'était bien le pick-up Ford noir de Sidney Moorer qu'on voyait. À partir de cette vidéo en noir et blanc de mauvaise qualité, Gren Fredericks analyse ce qu'on appelle la diffusion des phares. De quoi s'agit-il? Gren Fredericks explique au jury que c'est la façon dont les phares viennent éclairer la route, et c'est propre à chaque véhicule. Tell the jury a little bit about specifically the techniques and methods you use in this case. In this case, the techniques and methods are photographic video comparison. Gren Fredericks explique qu'il s'est rendu sur place à la même heure de la nuit et qu'il a fait passer devant la caméra un grand nombre de véhicules différents. Il a fait passer un grand nombre de pick-up devant le même système de vidéosurveillance, dans les mêmes conditions que la nuit en question. Et il a dû procéder par élimination, pour montrer que le véhicule sur la vidéo était forcément le pick-up de Sidney Moorer. In your opinion, that was on the surveillance footage on the early morning hours of December 18th? Yes, it is. You determined indeed that was the defendant's truck. Correct. Le témoignage de l'expert et les données téléphoniques permettent de reconstituer ce qu'il s'est sans doute passé cette nuit-là. L'heure à laquelle le véhicule a dû arriver à l'embarcadère correspond au moment où le téléphone de Heather Elvis s'éteint. Et peu de temps après, on voit le pick-up passer à nouveau devant la caméra, roulant en direction de la maison des Moorer. Est-ce que Heather Elvis était dans la voiture? Est-ce que Sidney Moorer était au volant ou bien Tammy? On ne sait pas. Au cours du contre-interrogatoire, Kirk Truslow s'attaque à la méthodologie de l'expert. As an expert in forensic video analysis, you are familiar with reverse projection photogrammetry, can you help me with that word? Photogrammetry. And you've testified that, based on your experience, that no two vehicles anywhere have the same headlight spread pattern. That's my experience. Donc un véhicule a des d'empreintes. No, I'm not doing that. What I'm saying is that headlight spread pattern is one of the features that in vehicle comparison, we evaluate, we look at, and we compare. Cette analyse de la diffusion des phares, ce n'est pas scientifique, c'est de la pseudoscience. Il n'y a pas eu d'évaluation par des pairs. Ce n'est pas scientifique, c'est n'importe quoi. Beaucoup de gens ne connaissaient pas cette méthode d'analyse de la diffusion des phares. Et peut-être que le jury a été surpris aussi. Si c'est le seul élément permettant de montrer que Sidney Moorer était sur place, est-ce vraiment une preuve solide? Le témoin suivant à la barre, c'est Amelia Bussia, qui appartient à une unité de police spéciale. Elle présente des images de vidéosurveillance stupéfiantes, filmées la nuit en question, et on y voit Sidney Moorer. Lors de son premier interrogatoire, Sidney Moorer a dit qu'il était passé au supermarché la nuit de la disparition de Heather Elvis. Et ce sont les achats effectués ce soir-là qui ont retenu l'attention des procureurs. It appears he's looking for something and then obtains an item from one of the shelves, and as he checks out, the receipt showed that he had purchased a pregnancy test and a cigar-type cigarette, and he paid cash for those items. Le plus significatif, c'est qu'il a acheté ce test de grossesse le 18 vers 1h21 du matin. Et juste après avoir fait cet achat, il est allé appeler Heather Elvis de la cabine téléphonique à 1h33 du matin. Donc ces éléments circonstanciels montrent qu'il est allé appeler la personne pour laquelle il avait acheté le test. Quand on a montré cette vidéo au tribunal, Sidney Moorer a été déstabilisé et il n'avait pas du tout l'intention de venir témoigner à la barre. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il ne voulait pas s'exprimer. Donc il a eu recours à une autre solution et il a contacté une chaîne d'information locale.
I was actually buying it for my wife. She was in the vehicle when I bought it for her. She took it that night, and it was negative. I know the prosecution's desperate. They need a conviction, really, really bad. C'est assez sournois de sa part de s'exprimer en dehors du tribunal. Et on aurait pu croire qu'il allait être nerveux avec la pression des caméras. Mais il n'a pas craqué. Pas du tout. Il essayait clairement de gagner le soutien de l'opinion. Et en fait, il s'en est très bien sorti. J'étais choquée. On ne peut pas clamer son innocence devant les médias et ensuite refuser de témoigner au tribunal pour éviter le contre-interrogatoire. Durant sa plaidoirie finale, Nancy Livesay s'adresse directement au jury. This is not only Sydney Moore's day, this is Heather Elvis's day. So don't forget that. Nancy Livesay résume parfaitement toute l'affaire dans sa plaidoirie. Elle dit que Sidney a appelé Heather d'une cabine téléphonique pour lui donner rendez-vous à l'embarcadère. Peu de temps après, la caméra de vidéosurveillance a filmé son pick-up roulant dans cette direction. Heather était à l'embarcadère toute seule dans l'obscurité. Elle a appelé plusieurs fois Sidney Moorer. Pas de réponse. Mais dès qu'il est arrivé à l'embarcadère, son téléphone à elle s'est éteint. Et ensuite, le pick-up a de nouveau été filmé roulant en sens inverse vers la maison des Moorer. Et Heather n'a plus jamais donné signe de vie. Ce sont des arguments convaincants. Il n'y avait aucun autre suspect. Toutes les pistes menaient à Sidney Moorer. I want to ask you to go back there and look at everything. And I'm going to ask you to find him guilty of kidnapping. Everything points to him. Thank you for your time. C'est maintenant à Kirk Truslow de faire sa plaidoirie finale. The only thing I know is that Sidney Moore did not kidnap Heather Elvis. I cannot prove he didn't kidnap Heather Elvis because you can't prove a negative. Il a presque 40 ans et il n'a pas d'antécédents. Je ne crois pas que les gens se transforment subitement en meurtriers à 40 ans. C'est mon avis. L'avocat présente alors une nouvelle théorie surprenante pour défendre son client. They made a big point about how dark it is at Peachtree Landing. You put Heather Elvis down there under those conditions and how dark and desolate where you can't see anything. You also don't see who's driving the truck. Or if Tammy Moore pulled up, obviously you can't see who's in the truck till you get in the truck. And the truck takes off. Compte tenu du déroulement du procès, j'ai effectivement incriminé Tammy Moorer, la femme de Sidney. Parce que je commençais à avoir la sensation qu'elle y était peut-être pour quelque chose. Who has motive to want to do something like this? Is it the person who has not shown any type of aggressive behavior or mean behavior to anybody, including Heather Elvis? Or is it the person that continued to harass and threaten and would not let it go with Heather Elvis? Je ne sais pas si elle est coupable ou non, mais c'était mon sentiment et compte tenu des éléments, je m'y suis fié. Personne ne s'attendait à un tel coup de théâtre. Jusque-là, Sidney et Tammy présentaient un front uni, ils étaient ensemble. Et là, tout d'un coup, ça change. C'est peut-être une bonne stratégie de défense de rejeter la culpabilité sur l'autre. Mais quand on connaît la personnalité de Tammy avec son caractère explosif, on peut imaginer l'ambiance à la maison. Après les dernières plaidoiries, le jury délibère. Et les familles attendent le verdict. C'est l'aboutissement d'années de procédure. Donc c'est inimaginable ce que les familles peuvent ressentir. Elles ont vraiment besoin de réponses. Mais les heures passent et rien ne vient. Lorsque le verdict tombe enfin, c'est la stupéfaction. Despite deliberating for nearly 9 hours, the jury could not come together on a verdict. A mistrial has been declared in the kidnapping case against Sidney Moore.
Dans une affaire criminelle, il faut convaincre 12 personnes que l'accusé est coupable, au-delà de tout doute raisonnable. Mais le jury n'arrive pas à se mettre d'accord. 2 jurés ne sont pas convaincus de la culpabilité de Sidney Moorer. Je n'étais pas fou de joie, mais pas déçu non plus. Sidney Moorer n'était pas condamné, il n'allait pas en prison. Quand les jurés sont sortis de cette pièce, c'était comme s'ils abandonnaient ma fille. Excusez-moi, c'est plus fort que moi. Je ne suis pas aussi émotive d'habitude. Ce moment-là a été insupportable. Ça a été tellement dur de les voir partir. Pour Nancy Livesay et son équipe, c'est un échec. Cela signifiait qu'on n'avait pas réussi à convaincre 12 personnes au-delà de tout doute raisonnable. On aurait dû être plus rigoureux dans la sélection des jurés. On avait eu des doutes sur l'un des membres du jury. Et en fin de compte, c'est cette même personne qui a empêché l'obtention d'un verdict unanime. Donc il fallait un second procès. C'était le moment de réfléchir et de voir ce qu'on pouvait améliorer. Quand on a appris le verdict et qu'on a su que l'un des jurés était un ami de l'avocat de la défense, on a trouvé ça injuste. Un juré ne doit pas connaître personnellement l'avocat de la défense. Après ce non-lieu, les procureurs sont stupéfaits. Il faut réfléchir au second procès. Mais d'abord, c'est au tour de Tammy Moorer d'être jugé. Et ce procès-là promet d'être explosif. Tammy Kaysen Moore, M-O-O-R-E-R. Le 9 octobre 2018, 5 ans après la disparition de Heather Elvis, le procès de Tammy Moorer commence. À ce moment-là, comme le procès précédent s'est soldé par un non-lieu, les procureurs savent qu'ils ont du pain sur la planche. Or, ils n'ont pas autant d'éléments que contre Sidney. Et même si Tammy n'a pas été très maligne en crachant sur cette malheureuse famille en deuil, ce ne sera pas facile de prouver qu'elle était impliquée dans l'enlèvement. Une fois encore, la famille Elvis se retrouve sous le feu des projecteurs. On pourrait croire qu'au deuxième procès, ça devient la routine. On est habitué, on sait mieux gérer la situation. En fait, c'est comme si ça devenait de plus en plus dur à chaque fois. Le procès de Tammy Moorer, c'était encore plus difficile pour moi, parce que j'étais beaucoup plus en colère vis-à-vis d'elle que de Sidney. Je pensais que Tammy, elle, savait très bien ce qui s'était passé ce soir-là. La plaidoirie d'ouverture est délivrée par un nouveau membre de l'équipe d'accusation. Je m'appelle Christopher Helms, substitut du procureur. Cette affaire reposait sur des éléments circonstanciels et je voulais expliquer au jury que ce n'était pas un problème. J'ai dit au jury que les circonstances, ça ne change pas. Alors qu'un témoignage oculaire, oui. Les souvenirs s'estompent, mais pas les circonstances. Le fait que le pick-up des Moorer a été filmé roulant en direction de l'embarcadère, ça ne changera pas. Le fait que Sidney Moorer a appelé de cette cabine, ça ne changera pas. Le fait qu'il a été la dernière personne à parler avec Heather, ça ne changera jamais. Christopher Helms explique le triangle amoureux. Tammy Moorer était tellement en colère et jalouse à cause de cette liaison entre Sidney et Heather qu'elle a décidé d'organiser avec lui l'enlèvement de la jeune fille. It's one thing for you to have an affair with my husband. It's one thing for you to humiliate me in this town. But it is an absolute whole other animal for you to be carrying the child from my husband. It's unacceptable. This is where the plan starts. This is where the conspiracy is born. Les avocats de Tammy Moorer plaident son innocence. Je m'appelle Greg McCollum, je représentais Tammy Moorer. Quand le gouvernement décide de s'en prendre à vous, il n'y a aucune limite, en termes de temps et d'argent. Et c'est franchement effrayant d'être confronté à ça. The government is trying to make Tammy a scapegoat. Scapegoat for this disappearance. She's been waiting to come tell her story, tell the truth, clear her name. She didn't do this.
Choisir un bouc émissaire, c'est une tradition vieille de plusieurs siècles. Et notre société en raffole. La dynamique du couple a forcément changé quand Amy Moorer a appris que son mari avait une liaison avec Heather. Sur ce sujet, l'accusation appelle à la barre Jacob Melton. Jacob Melton était un ami de la famille et il passait beaucoup de temps chez les Moorer. Parmi les détails mis en lumière par ce témoignage, il y a un tatouage très récent que Jacob Melton a dit avoir vu sur Sydney Moorer. What was the tattoo of? Her name, Tammy. Okay, and where was it located on Sydney? On his lower front waist. Just show me on the outside of your shirt where you saw it. Like right here. Right below your belly button. Did you ever hear Tammy mention Heather Elvis or anything about Sydney Moore having an affair? When Sydney Moore got the tattoo, I did recall hearing it. If you wouldn't have messed with that girl, this wouldn't have been happening. On pense que Tammy l'a forcé à se faire ce tatouage. C'était une marque de propriété et une punition. Obliger son mari à se faire un tatouage comme ça, c'est presque comme le marquage du bétail au Far West. C'est difficile d'imaginer un comportement plus autoritaire. L'accusation fait le maximum, en appelant plus de 30 témoins à la barre. Et collectivement, ils brossent le portrait d'une femme autoritaire, manipulatrice et vindicative. Mais surtout en colère. Elle est furieuse que son mari plus jeune ait eu une liaison avec une femme beaucoup plus jeune qu'elle. Tammy a fait un certain nombre de choses pour punir Sydney Moorer de cette liaison. Elle a bloqué son téléphone en mettant un nouveau mot de passe qu'elle a choisi elle-même. Tout à coup, ils doivent être ensemble 24 heures sur 24. Leurs téléphones sont toujours côte à côte. Si quelqu'un appelle Sydney, Tammy assiste à la conversation. Il était même menotté au lit pendant la nuit. Il ne pouvait plus partir au travail tout seul, ni travailler au Tilted Kilt. Elle le contrôle complètement. Afin de tenter d'expliquer ce qu'il est arrivé à Heather Elvis, l'accusation appelle à la barre Donald DeMarino. Now, do you know Tammy Moore? I do. And how do you know her? She's my family. My cousin. After Heather went missing, did you see a picture of Heather Elvis at that house? Yes. And what did you see that picture on? Donald DeMarino a dit que pendant un barbecue chez les Moorer, il est sorti fumer une cigarette avec Sydney. Et tout à coup, Sydney lui a montré une photo très choquante sur son téléphone. Le juge ne l'a pas autorisé à décrire la photo en détail durant une audience publique, mais le peu qu'il a dit faisait froid dans le dos. Did it look like Heather Elvis could walk or talk in that picture on the phone? Okay. And after seeing that picture, do you expect anybody to hear from Heather Elvis? No. And do you know why that picture was taken? On lui a demandé si Sydney avait dit quelque chose et il a répondu « Oui, il a dit qu'il avait pris cette photo pour prouver à Tammy qu'il s'était acquitté de sa tâche comme convenu. » Quand leurs appareils électroniques ont été saisis, beaucoup de choses avaient été effacées. On a pu récupérer une partie des données, mais pas cette photo. C'était le premier témoignage direct selon lequel Heather Elvis avait été tuée par les Moorer après son arrivée à l'embarcadère de Peachtree. Et honnêtement, ça a fait basculer le cours du procès. Durant le contre-interrogatoire, Greg McCollum insiste sur le passé de toxicomane du témoin. You've used illegal drugs, haven't you? Yes. And you have a mother, right? Yes, I do. And whenever you use drugs and did things you weren't supposed to do, you ever lied to your mother? No. No? No. I've always kept it honest with my mother. L'avocat fait jouer l'enregistrement d'un appel téléphonique entre Donald DeMarino, alors emprisonné pour possession de drogue, et sa mère. La photo de Heather est mentionnée dans la conversation. Why did you tell me they showed you a picture?
It's not true. Like, stop listening to everything and just listen to me, man. I'm like, for real, because of this dumb. That's you talking to your mother, right? Yeah. And you told her it's not true, right? Right. I didn't want her to be stressed out about this case. So, when you said you never lied to your mother, today under oath, you were lying, weren't you? If you say so. Well, were you or were you not? Yeah. I'm sorry. Yes. Kiss me off. Donald DeMarino s'effondre à la barre. Il craque complètement. Il tremble, il est nerveux, troublé. Et honnêtement, sa crédibilité en tant que témoin est fortement diminuée. On n'avait rien promis à Donald DeMarino. Sa seule motivation, c'était de dire la vérité. Donald DeMarino étant le dernier témoin de l'accusation, les regards se tournent vers Tammy Moorer. Tout au long du procès, Tammy Moorer participe activement. Elle prend beaucoup de notes, elle murmure à l'oreille de son avocat, elle est très impliquée. Et tout le monde se demande si elle va venir à la barre. Le 9e jour du procès, c'est le moment que tout le monde attendait. Tout le monde a pensé, ça y est, on y est. L'accusation a décrit cette femme comme obsessionnelle, colérique, brutale, avec un caractère explosif. Maintenant, elle va venir à la barre et elle va devoir répondre de ses actes et sous serment. Tout le monde attend ça. You solemnly swear or affirm the evidence you're about to give the court in this case will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God. So help me God. La plupart des avocats déconseillent fermement à leurs clients de venir s'exprimer à la barre pour éviter un contre-interrogatoire. Mais Tammy Moorer n'est pas le genre de femme à qui l'on peut dire ce qu'elle doit faire. Tammy Kaysen Moore, M-O-O-R-E-R. Dès qu'elle a ouvert la bouche pour dire son nom, ça m'a brisé le cœur. Greg McCollum commence par évoquer le poids des accusations pesant sur sa cliente. Have you been living under this cloud for almost 5 years? For about 5 years now. Has that been easy? No, it has not. Tammy tente de gagner la sympathie du jury. Sa vie a été mise entre parenthèses. Elle ne pouvait plus assurer l'éducation de ses enfants et n'a pas pu aller à l'enterrement de son père puisqu'elle était en prison, accusée de meurtre. So you went to the funeral home by yourself, went under police escort. In chains and shackles, I had my hands tied behind my back and my feet were tied together. Je crois qu'un de ses principaux objectifs, c'était d'apitoyer le jury. Elle voulait se faire passer pour une victime. Did you kidnap Heather Ellis? No, I did not. I want people to know the truth, and I too want Heather found. I think she deserves to be found, and I think they botched her case and didn't do justice for Heather. Chaque fibre de mon corps me criait de me lever, pour hurler, vous mentez. Mais je ne pouvais pas bouger. That's all I have, Your Honor. Là, l'accusation a sa chance de mener un contre-interrogatoire en public. Et on se dit, bon, ça va faire des étincelles. And you've said, I think the is in high. Isn't that what you said? Tammy Moorer a clamé son innocence. Mais maintenant, l'accusation va pouvoir l'interroger en détail au sujet de Heather Elvis. Miss Moore, do you know who I am? I do. Okay, and who am I? Nancy Livesay. You can be my miserable. Am I allowed to ask you a question? No, okay. Sorry. Dès que Nancy Livesay, la procureure, pose sa première question, on voit le comportement de Tammy Moorer changer. Il y a une tension palpable dans la salle d'audience. Nancy Livesay commence par rappeler les propos incendiaires de Tammy Moorer sur les réseaux sociaux. You said, well, Sydney cheated on me in the months of September and October with a psycho. Right. I think the is in high.
Isn't that what you said? It's on there. Okay. Then what made you think that didn't have it? I was just being a jerk at the time, I guess, Nancy. That's all I can say. Have we ever met outside of this courtroom? I don't think so. Okay. Just didn't know when we got on a first name basis. Attendez un instant. J'ai bien entendu l'accusé appeler la procureure par son prénom. Si Tammy Moorer essaie de se mettre au même niveau que Nancy Livesay, désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Nancy Livesay interroge ensuite Tammy Moorer au sujet de sextos envoyés à un jeune homme durant sa brouille avec Sidney. The very next text says, I am so for you right now. After you ask him, when do you turn 19? Remember that? It looks bad, and like I said, you don't know the whole story. Right. I could sit here and wonder how many married men you've slept with, but I'm not going to judge you on that because that doesn't mean you killed somebody, it doesn't mean you kidnapped somebody. Je savais qu'elle attendait cette occasion pour m'attaquer personnellement. Et là, le jury a pu avoir un aperçu de la vraie personnalité de Tammy Moorer. Après 2 jours de témoignages, la défense en a terminé. Nancy Livesay conclut les débats en évoquant la passion de Tammy Moorer pour les films de Walt Disney. Et la procureure fait une comparaison troublante. Elle a essayé de présenter Heather Elvis comme une sorte de Blanche-Neige, innocente, pure et gentille. Et Tammy Moorer était la méchante reine, plus âgée et jalouse. She would say, mirror, mirror on the wall, who is the fairest of them all? And everything was fine as long as she saw her reflection in the mirror. When she saw this face, it's when this story began. Le jury peut enfin se retirer pour délibérer. Et 3 heures plus tard, l'audience reprend. La salle d'audience était tellement pleine que les policiers ont dû limiter l'accès. À cause du premier procès, on se disait qu'il y avait un risque de non-lieu. Tout le monde retenait son souffle. We, the jury, find the defendant, Tammy Kaysen Moore, guilty of kidnapping. J'ai baissé la tête et j'ai réfléchi à ce que je venais d'entendre. Quand le verdict a été annoncé, on a enfin pu tourner la page. Au moins en ce qui concerne Tammy Moorer. Tammy Moorer a été condamnée à 30 ans de prison pour enlèvement et conspiration en vue de commettre un enlèvement. Tammy Moorer a été reconnue coupable, mais on n'a pas encore de réponse à toutes les questions. On ne sait toujours pas ce qu'il est arrivé à Heather. Tammy Moorer a été condamnée, mais tout le monde sait que ce n'est pas fini. Sidney Moorer va de nouveau être jugé pour enlèvement. En septembre 2019, le second procès commence. Sidney Moorer est toujours accusé d'enlèvement et l'accusation présente presque les mêmes témoins. Cependant, un nouvel élément à charge a été ajouté au dossier. C'était vers la fin de la première semaine. J'étais au fond de la salle en train de préparer mon article et ils ont commencé à parler d'une vidéo. Je me souviens avoir pensé, hein, quoi? C'était totalement inattendu. La première fois que les enquêteurs sont venus chez les Moorer, ils ont remarqué un système de vidéosurveillance multicaméra. Mais le temps qu'ils reviennent avec un mandat de perquisition, les Moorer l'avaient remplacé. Alors la police a examiné le nouveau système et là, surprise, ils ont trouvé des images importantes filmées 2 jours après la disparition de Heather. In the foreground down here is Tammy and Sidney Moore, Tammy's sister Ashley and her boyfriend. They're bringing some groceries and stuff, it looks like, back into the house. And then immediately after that, they begin cleaning the truck. La vidéo les montre en train de nettoyer leur pick-up. Pas seulement la carrosserie, ils nettoient tout le véhicule pendant des heures. About 30 minutes into them cleaning the truck,
Sydney starts a burn pile over in the side yard and starts burning some of the rags that they're cleaning with. Brûler du papier, c'est une chose. Mais normalement, des chiffons, on les lave et on les réutilise. Donc c'est bizarre. Ces 4 heures de vidéo prouvent assez clairement que Heather était monté dans le pick-up et qu'il ne voulait pas laisser l'ombre d'une trace de son passage. Je ne pouvais pas regarder. J'ai baissé la tête et j'ai pleuré. À la fin des plaidoiries, le jury se retire pour délibérer. Et cette fois, le verdict ne se fait pas attendre si longtemps. Breaking news right now. Sydney Moore was found guilty of kidnapping and conspiracy following the 2013 disappearance of Heather Elvis. The jury took about an hour and a half to deliberate and get to that decision. A judge sentenced him to 30 years. Quand j'ai entendu le verdict, coupable, c'était comme si on m'avait enlevé un poids. Mais pour moi, ce ne sera pas terminé tant qu'on n'aura pas toutes les réponses. Aucun de nous n'arrêtera de chercher Heather. Encore aujourd'hui, je pense que Sydney n'a fait aucun mal à Heather. Est-ce que Tammy était impliqué? Est-ce qu'il l'a appris plus tard et n'a pas voulu dénoncer sa femme? C'est possible. Sydney Moorer est reconnu coupable d'obstruction à la justice et d'enlèvement. Comme sa femme Tammy, il reçoit une peine de 30 ans de prison. La famille de Heather Elvis continue d'espérer que la vérité éclatera un jour. Je ressens toujours de la colère en moi. Est-ce que je suis content de les savoir en prison? Oui. Est-ce que j'ai envie qu'ils avouent? Oui. Est-ce que ça me fait peur aussi? Oui. Est-ce que je sais comment gérer ça? Non. Si Heather Elvis est toujours portée disparue, c'est parce que certaines choses sont plus difficiles à accepter que la mort. Et ne pas savoir, ça en fait partie. Je suis terrifiée, parce qu'on m'a enlevé ma sœur, et Dieu seul sait ce qui lui est arrivé. Et je sais que le jour où j'aurai des enfants, la première chose que je me demanderai, c'est à quoi les siens auraient ressemblé. Il y a tellement de choses qui sont restées en suspens dans sa vie, de choses qu'elle n'a jamais pu faire. Et moi si. Alors je me sens coupable. Et ça ne devient pas plus facile avec le temps. C'est paralysant. Mais je ne peux pas l'oublier. On n'oublie pas les gens qu'on aime.